lors d'une émission ici en France avec Anne Sinclair. Il avait averti D'accord. la France. Il avait dit: faites attention, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Soyez vigilants, mais on lui a ri au nez. On a pensé: oh, c'est Matou Blounès, il s'est un excité. Mais tout ce qu'il a dit est en train de se produire malheureusement. Voilà, il y Il a avait l'émission. averti. Regarde ce qu'il dit ici. Vous nous dites que vous vous définissez comme un laïc. Mais moi, je voudrais qu'on réécoute le discours tenu par Ali Belhadj, qui est le numéro 2 du FIS. Regardez. Les musulmans revendiquent depuis longtemps l'application de la charia islamique, la loi musulmane. Le pouvoir actuel veut mettre l'islam dans un seul cadre bien déterminé. Or, l'islam est un tout. C'est la sociologie, l'économie et la politique. Alors, Lounès Madoub, est-ce que vous êtes pour l'application de la charia? Jamais. Les femmes lapidées sur les places publiques? C'est utopique. Quand on écoute des discours comme ça, mon Dieu, on se dit qu'est-ce qui peut en advenir de notre futur. Mais justement, quand vous écoutez quelqu'un comme Ali Belhadj, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez encore une place en Algérie? Heureusement que j'ai une place en Algérie. Et il y demeure encore. La preuve est là que c'est les miens qui m'ont soutiré des griffes de la mort. Donc je ne peux pas capituler. Oui. Donc vous avez le sentiment d'être un peu un hors-la-loi face aujourd'hui, face aux fils, face à... Non, je ne suis pas un hors-la-loi. Certes, peut-être, je suis rebelle, parce que j'ai été toujours contestataire. Je me suis battu contre un pouvoir en place qui a tout fait pour étouffer l'éclosion de la culture berbère, de l'identité berbère. Oui. Et parce que le mouvement culturel berbère, il a été de tout temps, comme j'ai toujours souligné, l'initiateur de toutes les luttes démocratiques en Algérie. À l'époque même où l'intégrisme, ces gens-là qu'on vient de voir à la télévision, oui, poussaient à l'ombre des institutions de l'État, que sont la justice, surtout la télévision. À chaque fois qu'il y a une conférence islamique, c'est en Algérie, avec la bénédiction, bien sûr, de Chedri Ben Jdid. oui. C'est l'État algérien qui a encouragé la montée de l'intégrisme en Algérie pour contrer l'avancée culturelle berbère. Oui. Lounès Matoub, on y viendra un tout petit peu plus loin dans l'interview. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas dédié ce livre, Rebelle, que vous avez écrit, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dédié à l'idole du rail en Algérie? Je veux parler de Cheb Asni, qui lui aussi, à sa manière, en chantant le rail, était un rebelle. Je pouvais aussi le dédier aussi à Tarjaout, Saïd Moqbel. Oui, mais ça a été quand même le premier chanteur assassiné. Oui, je compatis à la douleur des siens. Ça m'a fait terriblement mal d'avoir appris sa mort, mais je pense que mon bouquin, c'est plus profond que ça. Oui, mais enfin, la mort, c'est profond aussi. La mort, on est là, aujourd'hui, on ignore qu'est-ce qui va en advenir de nous demain. Oui. Justement, Lounès Matoub, j'aimerais qu'on le retrouve chez Basni. C'était dans un de ses concerts, il avait quand même 26 ans. Il a reçu 2 balles dans la tête devant le domicile de ses parents, c'était à Oran. Donc il est mort à 26 ans, putain, j'avais oublié qu'il était mort jeune. Putain de merde. Mais j'ai aimé quand même Mahato qui a dit que c'est ce que les siens s'occupent de lui. Moi, je m'occupe de Bah oui. Non, mais elle profond. voulait le piéger, Ah non, mais c'est Pourquoi t'as pas grave. dédicacé? Non, mais les journalistes, c'est toujours comme ça, c'est Ouais, horrible. mais Ils il s'est ont pas un laissé avoir parce qu'il est quand même Ah oui. voilà, le Il est rebelle. rodé. D'ailleurs, on l'appelle le rebelle en Kabylie, hein. Exactement. Bah oui, il s'est rebellé contre l'État algérien et contre les islamistes. On a fait les 2 en même temps. Et d'ailleurs, ce qu'il a dit, voilà, parce que ça, je voulais le dire tout à l'heure, ce qu'il a dit, c'est grâce aux Kabyles s'il a été libéré par le GIA. Parce que les Kabyles ont dit que si on ne libérait pas Toblounès, ils allaient faire un carnage. Exactement. Et c'est pour ça qu'il a été libéré. Sinon, il n'aurait pas été libéré. Mais les Kabyles étaient tellement en furax, parce qu'on ne touche pas à Mahatoub. Mahatoub, il est vraiment aimé comme jamais en Kabylie. Hein. Mahatoub, c'est un homme vraiment apprécié. Aujourd'hui encore, aller sur sa tombe, c'est comme faire un pèlerinage. Je ne dirais pas à la Mecque quand même, mais presque. Voilà, donc non, c'est pour ça qu'il a été libéré.
Exactement. Mais je sais pas, vous imaginez, voilà, Cheb Hasni, 26 ans, 2 balles dans la tête devant le domicile de ses parents. Imagine, tu te lèves un matin, tu trouves ton fils assassiné, 2 balles dans la tête devant ta porte. Comment tu réagis? Tu deviens fou, c'est pas possible. Tu deviens taré. T'as des envies de meurtre. Ah, et Ni plus ni moins. le problème, c'est que tu sais pas qui c'est, tu vois, c'est des connards, il y a cagoulés, Mais il y a quand Le, même. le problème, tu peux avoir des envies de meurtre, hein, mais c'est que tu as encore 2-3 fils derrière et 3-4 filles, et tu vas les C'est ça. laisser sans père. C'est Tu vois C'est ça. Si C'est si exactement toi, ça. tu es un vrai homme responsable, tu n'es pas à prendre des risques, à vouloir mourir en Eh oui, martyr. Eh oui, exact. un vrai homme, c'est C'est pas un sûr. martyr, c'est quelqu'un qui s'occupe de ses enfants. Ah oui. Tout à fait. Younes Matoub, de la même façon que Cheb Hasni représentait un espoir pour la jeunesse algérienne, vous auriez pu quand même évoquer sa mémoire dans ce livre. Pardon d'insister. Écoutez, mademoiselle, ce livre, je l'ai dédié à tous les martyrs de la démocratie, à tous les démocrates algériens, à tous les militants de la cause berbère. Je pense que j'ai englobé en général tous les Algériens qui veulent vivre une ère démocratique. Oui, parce que lui, en fait, il représentait un espoir pour la jeunesse algérienne, de la même façon que vous êtes un espoir pour la Kabylie. Écoutez, moi, je ne suis pas un hypocrite. Je n'ai jamais écouté Cheb Hasni. D'abord, je n'ai pas accès à la langue arabe. Je suis désolé, je ne vais pas faire des choses comme ça pour plaire. Certes, mais c'est parce que vous êtes représentant du mouvement culturel berbère que, oui, en fait, vous ne parlez pas de Cheb Hasni, qui lui n'était pas kabyle. Non, qu'on s'explique bien. Oui. C'est pas en luttant dans le mouvement culturel berbère pour la revendication de la culture berbère qu'on est contre des arabophones. Non, on voudrait vivre en harmonie en Algérie avec nos différences, nos diversités. Il y a l'arabe algérien, il y a la langue française aussi qui est un butin de guerre. Je voudrais aussi que Tamazight soit langue nationale et officielle. Oui, mais parce que, alors attendez, ça on y reviendra. Mais Younes Matoub, parce que si je vous ai posé cette question. Je m'arrête là, parce qu'à cette époque-là, Laetitia, tu le confirmes, le Tamazight, donc la langue amazigh, qui regroupe toutes les autres langues kabyles, chaoui, targhi, etc., mzabi, n'était pas une langue officielle. T'imagines? Ah oui, la tête des Amazirs, leur langue n'était pas officielle dans la Constitution. Oui, elles étaient interdites. Et d'ailleurs, c'est grâce à Farhat Mahani qu'elle a été déclarée officielle, mais c'est une officialité de surface, hein, encore aujourd'hui. Mais il se battait pour ça. Et d'ailleurs, cette journaliste est vraiment ridicule. Elle insiste, elle insiste. Lui, le bouquin, il l'a écrit pour ce combat-là. Et donc, qu'est-ce que tu ramènes, Hassani? S'il avait écrit un bouquin sur, je ne sais pas moi, les meurtres en Algérie, ok. Mais là, il avait écrit ce livre par rapport à son combat pour la culture kabyle. Donc, c'est ridicule. Elle insiste encore et encore. Non, mais elle a sûrement reçu des instructions. C'est sûr, elle a reçu des instructions. C'est clair, c'est clair. Officielles. Mais je me demande de qui. Bon, on verra. Sur Cheb Hasni, c'est tout simplement parce que lui, il a été assassiné pendant que vous étiez séquestré par le GIA. Lui, le 29 septembre, et vous avez été enlevé par le GIA le 25 septembre, 4 jours avant. Écoutez, donc, vous pouviez en parler dans ce livre. Bien sûr, bien sûr. Écoutez, 3 jours après mon enlèvement, Cheb Hasni, le pauvre, a été assassiné. C'était pour créer une diversion. Oui. Parce que la Kabylie s'est soulevée comme un seul homme. Elle a scandé haut et fort, Matoub ou le fusil. Alors justement, pourquoi est-ce que Cheb Hasni a été tué par des terroristes islamistes et pourquoi est-ce que on vous a laissé la vie sauve? Et pardon de vous poser cette question qui est douloureuse, mais... Quand on retourne aux élections de 1991, c'est bien le fils qui l'avait emporté en Oranie. Oui. Aujourd'hui, la seule région qui reste inaccessible à l'intégrisme parce que le mouvement culturel berbère est implanté fortement, c'est la Kabylie. Et c'est la seule région qui reste, c'est le seul bastion qui reste à l'intégrisme en Algérie. Et je voudrais que toutes les autres régions d'Algérie copient sur la Kabylie. Parce qu'il y a des régions où ces gens-là, où ces assassins vivent en complète autarcie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez été libéré par ce groupe islamique armé, c'est parce que la Kabylie s'est mobilisée. En cette soirée du 10 octobre
1994, la peur avait changé de camp. Les intégristes avaient peur. Alors justement, vous parlez de votre libération. On va regarder ce moment du 10 octobre dernier. Pâle, amaigri, les traits tirés, Matou Blounès tombe dans les bras de ses proches. Il les retrouve en répétant « C'est un miracle, je ne croyais jamais vous revoir ». Les femmes et tous les habitants de son village, Taourit Moussa, l'attendaient chez lui et dans toute la Kabylie, c'était la fête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de vos ravisseurs? De quoi ont-ils eu peur? Vous savez, moi déjà, dès la minute même où j'étais pris dans ce café, je me suis dit c'était fini. Oui, le GIA est intervenu soudainement dans un café quand vous étiez en train de boire un verre. Déjà, ils ont commencé à me rechercher, à afficher, à placarder partout. Ils ont envoyé plusieurs fois des lettres de mort. Non, désolé. Vas-y, oui. Cette journaliste est d'un mépris. En fait, elle lui dit en gros... Pourquoi t'es pas mort? Pourquoi t'es pas mort, quoi? Qu'est-ce que tu fous là? T'aurais mieux... Non, mais franchement, c'est du journalisme. Tu imagines quelqu'un te dit ça? Pourquoi t'es pas mort et l'autre il est mort? Franchement, oui, ben toi, tu t'en es sorti. C'est pas juste, quoi. C'est injuste. Espèce de lâche qui est pas mort. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça, oui. Espèce de lâche, t'es pas mort. C'est comme Chab Hasni est mort. Après, elle va lui parler. Salut, moi, j'interviens directement, mais je peux pas parler longtemps. Salut, voilà, comme d'hab. T'as tes couverts à table, hein, c'est bon. Hein. C'est comme si elle le culpabilisait de s'en être sorti. Enfin, lui, le pauvre, c'est pas de sa faute si Chab Hasni, il a été tué. Il n'arrête pas de dire « je suis vraiment désolée », mais elle insiste encore et encore pour le culpabiliser, pour qu'il se fasse tout petit. Bah, excusez-moi, je suis vivant, quoi. Mais c'est quoi ce journaliste? Mais il était obligé de lui dire qu'après, quand j'ai écouté toute la vidéo, il était obligé de lui dire qu'il avait fait semblant de s'être converti à l'islam. Oui, pour rester en vie, il faut savoir. Voilà, sinon il n'aurait pas... C'est pas la même histoire. Il y en a un, on l'a buté froidement et lui, on l'a kidnappé. Donc, il y a une temporalité qui est différente. Je veux dire, lui, on peut le sauver parce qu'il est kidnappé. À un moment, il était vivant, donc il aurait pu mourir. Mais l'autre, on l'a buté froidement, dans l'immédiateté. Donc, c'est comparer deux choses qui sont complètement différentes. Sans prévenir, parce que Hasni n'était pas du tout dans la politique. Hasni, il était dans l'amour. L'amour, et il parlait en français. Voilà, il parlait de l'exil, dans les interviews, il parlait en français, ses chansons, c'est grâce à ces chansons que les Algériens connaissent jamais l'amour, Baïda mon amour, tout ça, tu vois, tout plein de mots qui leur permettent d'apprendre le français plus facilement que d'autres. Et donc, ils l'ont tué. Moi, je nie pas l'aspect politique de Hasni, peut-être sans qu'il ne le sache. Ils l'ont pas tué pour rien, en fait. Ah bah oui. Ils l'ont pas tué pour rien. Exemple. Et c'est aussi il représentait quelque chose. Donc, ils ont voulu tuer le symbole. Mais là, la journaliste, franchement, elle me dégoûte, quoi. Elle est nulle. Elle est nulle. Mais je pense que Matou Blounès, c'est une hypothèse à discuter. C'est que s'ils l'ont pas buté, c'est aussi parce qu'il se confrontait à l'État corrompu et aux islamistes, aux deux. Et donc, les islamistes, comme c'est des opportunistes, moi, je me dis qu'ils l'ont laissé parce qu'ils ont compris qu'il il était aussi contre l'État corrompu. Donc, ils se sont dit, ils l'ont utilisé comme Jean-Luc Mélenchon. Enfin, ils l'ont laissé pour l'utiliser dans ce sens. J'ai pas tout bien écouté, vous l'avez peut-être dit, mais algériachannel.net, c'est la journaliste, elle est algérienne, c'est une chaîne algérienne ou c'est en française? Non, c'est une française, c'est en France, ça. C'est sur une chaîne de télé française. Ah oui, c'est France 2, je crois. Ah oui, carrément. Ouais. C'était déjà de la merde à ce point-là, France 2 à l'époque. Ouais. C'était déjà ça. Ils avaient déjà des télévision publique. Il y avait déjà des 10 000 dans le journalisme. Je me demande si c'est pas Élise Lucet quand elle était jeune. Non, je rigole. Non, mais faut comprendre un truc, Touda, c'est que vraiment, parce qu'il y a d'autres extraits qui sont disponibles sur Internet où ils montrent que les Kabyles ont fait des manifestations et ont fait des menaces aux islamistes. On dit, ah si oui, vous ils ont dit libérez pas, on vous bute. la liberté au fusil. Oui, ils sont descendus en basse. Ils ont flippé leur race. Ils ont dit on va les rejeter.
Ah oui, sinon il n'aurait pas été relâché. Hein. Après, il a fait un coup de maître, comme il a fait semblant de faire la shahada, ça les a déstabilisés. Ils pensaient pas qu'il allait le faire. Et du coup, ils étaient divisés. Il y en a qui voulaient le tuer, parce qu'ils l'ont traité de blasphémateur, et vous savez qu'on tue le blasphémateur en islam. Il y en a qui disent non. Du coup, il y a divergence. On le laisse en vie, ça, c'est un musulman. Donc, du coup, ils n'ont pas su quoi faire. Ils ont dit, bon, au pire, on va pas risquer nos vies pour un mec qui est peut-être musulman. Vaut mieux le libérer. Voilà. Donc, ils étaient pas bien, quoi. C'est du génie ce qu'il a réussi à faire, honnêtement. Hein. Voilà. Ah oui, il a prié, il fait ses prières et tout. Oui, mais faut comprendre, ils parlent pas arabe. En fait, aujourd'hui en Algérie, la majorité des Algériens parlent la Derija ou l'arabe Fusha, donc l'arabe académique standardisé qu'on apprend à l'école. Mais à cette époque-là, en Kabylie, tous les Kabyles ne parlaient pas forcément derja ni arabe. Faut comprendre ça, en fait. Faut se mettre dans la tête que 2025 n'est pas les années 80 ou les années 90. Surtout quand on est Il y avait- Même en Oui. 2025, il y en a encore beaucoup qui ne parlent pas bien C'est vrai. l'arabe. Hein. C'est vrai. Donc, il a appris les sourates en arabe, t'imagines, en quelques jours. Mais c'est lui qui a appris en quoi. quelques jours les sourates pour les réciter. Bah oui, Ah oui. quand il était kidnappé. Ah oui. J'en reviens pour dire un détail, c'est culturel, hein, mais que ça peut aller très très vite, la perte d'une langue locale, voire nationale, quand on se pense une nation à l'échelle locale. Mais moi, mon père a grandi dans un bled de France, hein, vraiment, hein, où ça ne parlait pas, les gens ne parlaient pas français. Les gens le comprenaient quand même, mais ne le parlaient pas. Il était élevé par ses grands-parents qui, eux, ne parlaient pas, ne comprenaient pas le français. Et personne ne parlait le français. Il n'y a que l'instituteur qui apprenait le français dans l'école du village. Et ça, c'était Et sa langue maternelle était interdite à l'école, sous peine de porter le chapeau d'âne. Oui, non, mais à l'école, il parlait. Bonnet d'âne. Mais oui, voilà. Mais il était dans une école où il apprenait le français à l'école, mais tous les gens parlaient la langue d'oc, le patois. Ils appelaient ça le patois, mais le patois, c'était introduit exprès pour mépriser la langue locale en disant le patois, alors que c'était une langue. Patois, c'est l'équivalent aussi des dialectes des pays dits arabes. Hein. Oui, c'est la même chose. Hein. Quand tu dis dialecte, c'est le même mépris. Mais c'est le même mépris. C'est le même mépris. C'est le même mépris. Hein. Ça reste des langues de communication et elles sont méprisées. Des langues ancestrales. En une génération, enfin en 2 générations, on va dire, en 2 générations, il y a ceux de mon âge qui, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, parce que mon grand-père a émigré, on va dire, c'était des premiers émigrés, mais ceux de mon âge le comprennent encore, sont capables de le parler, mais ils ne le parlent plus, mais le comprennent encore, mais c'est fini. C'est-à-dire qu'après ma génération, il n'y a plus personne qui parlera le langue. Quoique, ils ont maintenant dans la télévision, il y a France 3, Occitanie, tout ça, donc il y a des télévisions, ils commencent à réapprendre, mais c'est plus pareil. C'est plus la même chose. Maintenant, ils apprennent le languedoc à l'école. Et encore, c'est l'occitan, c'est général. Parce que chaque petite région ils se comprenaient entre eux, mais ils n'avaient pas la même langue tout à fait. Alors, dis-toi, Bébert, que l'occitan, c'est la même situation pour le berbère. Hein. Le berbère aussi, ils ont imposé une langue qu'ils ont appelée tamazirt, qui est générale aussi. Voilà. Mais du coup, ils apprennent un petit peu ce qu'ils appellent l'occitan, qui est une version classique, on va dire, de tous les languedoc qu'il y avait, mais ça n'est plus pratiqué. Tu vas dans les villages, là-bas, tout le monde parle le français que nous parlons, nous. C'est terminé, c'est une langue morte. En fait, ils ont beau faire des chaînes de télévision où ils en parlent, sortir des poèmes et des chansons et tout ça, c'est terminé. Parce que c'était une langue que tout le monde pratiquait jusque dans les années 50, on va dire, et qui aujourd'hui, en quelques décennies, c'est fini. C'est une langue morte. Plus jamais ce sera la langue du pays. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Et donc, ça peut aller très vite. Effectivement, les Kabyles se battent. Ils ont raison de le faire. Vu qu'ils sont opprimés,
que nous, ça s'est fait avec le luxe, avec l'apport de l'automobile, le truc comme ça. Mais pour eux, ils sont persécutés. Donc, effectivement, ils résistent mieux, hein, comme les Corses aussi. Mais il faut qu'ils se battent, effectivement, pour garder leur culture. Parce que s'ils lâchent l'affaire, c'est terminé. C'est En une génération, il n'y aura plus de Kabyles. Il n'y aura plus de Kabyles, il n'y aura plus de Tamazirs. Et, excuse-moi, je me permets, et il se passera exactement ce qui s'est passé pour le copte. La langue et la culture vont disparaître. Oui, tout à fait, c'est clair. C'est pour ça que je me souviens, quand j'allais à Alger, quand je parlais le kabyle ou le français, on se fait insulter. Les Kabyles, beaucoup te diront que lorsqu'ils essayent de parler leur langue, ils sont insultés. D'ailleurs, ils sont pas criminalisés, mais presque on les traite de racistes. Vous refusez du racisme. Avant 88, tu ne pouvais pas, en dehors de la Kabylie, en tout cas peut-être à Alger ou dans une autre ville, tu ne pouvais pas parler kabyle. Non, c'était interdit par la loi. Tu pouvais être arrêté parce que tu parlais une autre langue que l'arabe. J'ai été au lycée parce que moi je suis partie, j'ai vécu 2 ans en Kabylie parce que je voulais être avec ma grand-mère. Donc j'étais au lycée et on n'avait pas le droit de parler la langue kabyle dans l'enceinte du lycée. Sauf que moi je ne savais pas, je ne connaissais pas la politique. Naïvement, je pensais que j'étais en Kabylie, que je pouvais parler le kabyle. Et j'ai parlé le kabyle dans l'enceinte du lycée, mais je me suis fait allumer, mais un truc de fou. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. J'ai été choquée. J'ai été convoquée, j'ai fait un truc de fou. Et même parce que l'État, après l'indépendance, ils ont considéré que les revendications berbéristes étaient une manœuvre séparatiste de l'empire colonial. Alors que les revendications. Oui, j'allais venir. J'ai pas fini ma phrase. Oui, vas-y. Oui, je te laisse finir parce que là, je pourrais pas parler. Non, mais vas-y. Non, vas-y. Je reviens dans 10 minutes. Ah, tu peux pas parler. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'était interdit de parler le kabyle, effectivement. Après, je laisserai Touda donner son argumentaire. Et même, je me souviens, j'avais assisté à une scène où un jeune homme avait été surpris, parce c'était un interne, il avait été surpris en train d'écouter Matou Blounès et il s'est fait frapper devant moi. J'ai vu ce gamin se faire frapper devant moi, mais vraiment avec une violence terrible, hein. Terrible. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre, pour qu'on le frappe comme ça? Après, je lui avais demandé, il m'a expliqué. J'étais vraiment dégoûtée, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai compris que c'était la dictature, que c'était un État totalitaire. Les amis, c'est pas que vous m'embêtez, bien au contraire. J'adore vous écouter, j'apprends plein de trucs. Mais je vais y aller, du coup, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne fin de live, et des bisous à tous. Bonne soirée à tous. Bisous. Bisous. Je finis un peu. Ouais. Je tiens à signaler, avant que tu poursuives, que Oui. Écoutez, j'espère que pour les gens qui nous écoutent, dites-le dans le chat, et n'hésitez pas à liker, partager et tout, parce que vous voyez, c'est quand même des lives où on s'empoigne pas, on s'écoute, on se laisse parler, on sait se taire, intervenir. Et je pense que quand même, moi je trouve ça, en tout cas, je suis à la fois animateur et auditeur, puisque je m'exprime peu, puisque vous parlez de sujets que vous maîtrisez mieux que moi. Et je trouve que c'est très agréable des lives qui se passent dans le calme, dans l'écoute, et qui traitent de sujets quand même importants et intéressants. Donc merci les amis beaucoup, merci à tous d'être là sur ma chaîne et d'apporter la qualité, votre qualité ici. Je vous remercie beaucoup tous les intervenants et Jérém qui vient de partir, bien entendu. Voilà, je te laisse poursuivre, Régulus. Mais malheureusement, je ne pouvais pas partir d'Algérie car mon pauvre père était très très malade. Il était à l'hôpital quand j'ai été enlevé, donc je ne pouvais pas partir et laisser mon père dans un piteux état. Donc ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là, c'est de m'utiliser. Mais je ne le savais pas. Ce n'est qu'après ma libération que je l'ai su.
Mais Matoub Lounès, c'est quand même la première fois qu'une région, en fait, ne cède pas aux intimidations. Ce n'est pas la première fois, du GIA. Non, mais là, concernant votre enlèvement, c'était quand même un événement majeur. C'était un coup de bélier dans la carapace intégriste. C'était la première fois où le GIA avait lâché sa proie, hormis les Thévenots. Oui, mais ils auraient pu vous exécuter. C'était un gros morceau. Ils convoitaient la Kabylie, parce que c'est le dernier bastion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui restait à l'avancée intégriste. Lounès Matoub, je vous interromps quelques secondes, le temps d'une page de publicité. À tout de suite. Dans cette tranchée, l'ombre de la mort ne m'a pas quitté à aucun moment. J'avais une boule d'angoisse. J'avais tout le temps peur. Je ne pouvais pas penser à autre chose qu'à ma propre mort, qu'à ma propre destinée. Qu'est-ce qui va en advenir de moi? Donc, mon esprit, tout ce qui s'est défilé, qui s'est passé dans mon enfance, dans mon passé, m'est revenu vertigineusement à une vitesse inouïe dans mon esprit. Donc, je ne voyais que la mort. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Mais en consolation... Ils ont même, presque devant vous, tué un gendarme. Oui, je vais en arriver. Hein. Mais ce qui m'a consolé aussi pour trouver une issue à ma peur, à ma mort, parce qu'elle était imminente, j'étais sûr que j'allais mourir. Je me suis vu recouvert d'un drapeau national, comme tous mes compagnons disparus. Donc, en quelque sorte, je vais rentrer dans l'éternité. Peut-être, eux, ils ont une éternité qui est l'au-delà, mais mon éternité, ce sera dans cette vie. C'est ce que je vais faire de bien ou de mal dans cette vie. Oui, Quant à ce gendarme, je l'ai entraîné avec eux pendant 1 mois, 2 mois, il était déguenillé. D'après eux, ils lui ont même fait choisir sa mort. Ils ont dit, on va te tuer soit avec un canon scié, ou avec un rachacha, ça veut dire une mitraillette, ou avec un égorgé. Lui, il avait choisi le couteau ou la mitraillette. Eux, ils lui ont donné tiré deux coups de canon scié. Mais vous-même, vous envisagez dans votre tête les différents scénarios de votre mort. Vous disiez peut-être que je vais être égorgé, peut-être que ça va être 3 balles dans le corps. Exact. Il y avait 3 jours de pluie diluvienne. Donc, j'étais résigné. J'étais dans le noir. Je me suis dit, je me parlais à moi-même. Je me suis fait fabriquer un double. Je me dis, Lounès, tu es mort. Tu as déjà payé. Tu as eu comme ça, tu as eu ça. Alors, je me suis dit, quand ils vont m'égorger, quelle serait ma réaction? Voyons, on prend surtout que moi, je suis faible. J'ai subi quand même 17 interventions chirurgicales dans mon passé, suite aux sanglants événements d'octobre 1988. J'ai éloigné cette idée. Je me suis dit, non, ils vont quand même pas me faire ça, surtout que je leur ai montré mes plaies. Je lui ai dit que je me bats aussi contre un pouvoir corrompu. Oui. Mais Matoub Lounès, qu'est-ce que vous avez dû, vous racontez dans ce livre que vous avez dû jouer leur propre jeu, c'est-à-dire prier. Vous avez prié avec eux. J'ai réussi à prendre 2 sourates. 2 jours après, ils m'ont dit, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu peux nous réciter ces 2 sourates que tu as appris? Heureusement que je les ai apprises, ces sourates. Et ils m'ont pas forcé à prier. J'ai joué le jeu. J'ai essayé d'apprendre leur manière, leur geste. À un moment donné, même, je n'ai pas pu le raconter dans le livre, parce que eux, ils mangent, ils font tout de la main droite. Mais quelque chose de mauvais, comme les ablutions et tout, ils le font avec la main gauche. Mais Matoub Lounès, ils vous ont aussi fait enregistrer une cassette dans laquelle vous deviez dire « j'abandonnerai la chanson », parce que pour eux, la chanson, c'est un péché. C'est péché, hein, n'est-ce pas? Je me suis renié dans cette cassette. J'avais peur, je vous dis, mademoiselle, j'avais peur. D'ailleurs, ils m'ont fait faire, parce qu'à un moment donné, j'ai fait semblant de parler calmement. Ils m'ont dit non, tu parles comme tu as l'habitude de parler auparavant, comme tu nous insultais, comme tu parlais du mal de nous. Donc, j'étais obligé de refaire plusieurs fois cette cassette. Et dans cette cassette, il y avait un message destiné donc à la population kabyle. Et 2 jours après votre libération, vous avez à nouveau reçu un message qui venait de vos ravisseurs. Non. Et, le message qu'il y avait, ils me l'ont apporté 2 jours après ma libération, parce que je devais tenir une conférence de presse le jeudi d'après à Tizi Ouzou. Et comme j'ai annulé cette conférence, parce que j'ai été conseillé par des amis qu'il valait mieux partir, se soigner. Donc, ils sont venus 2 jours après me rapporter les textes du GIA. Et alors, vous avez apporté ce soir donc un texte avec le tampon du GIA. Deuxième région militaire,
Tizi Ouzou avec le cachet du GIA. Voilà. Alors, on va le voir, ce fax, avec le cachet du GIA. Alors, qu'est-ce que dit ce texte? Vous savez, je ne connais pas très bien la langue arabe. D'ailleurs, c'est cette langue arabe un peu qui m'a fauché l'herbe sous les pieds. Je n'ai pas pu avancer dans mes études. Donc, ce que dit le texte, en gros, c'est qu'il menace tous les intellectuels, tous les journalistes, les hommes de théâtre, s'ils ne veulent pas abdiquer, s'ils ne veulent pas accepter une république islamique en Algérie. Ouais. Mais vous n'avez pas peur quand même comme ça, de détenir ce document, vous dites que ils peuvent vous tuer à tout moment? Écoutez, quand on m'a remis ce document, si c'était aujourd'hui, je ne l'aurais pas remis, je l'aurais déchiré. Parce que je ne suis pas un messager du diable, moi. Vous dites que vous avez été stupéfié par la jeunesse de vos ravisseurs. Alors, ils avaient quel âge? Est-ce que vous en avez reconnu certains? Ce qui m'a effectivement stupéfié, c'était cette jeunesse et cette détermination. Parce que la moyenne d'âge d'une, elle ne dépassait pas, comme je l'ai toujours dit, affirmé à plusieurs reprises, elle ne dépasse pas 22-23 ans d'âge. Et cette détermination. Ils ont envie de mourir. Pour eux, la mort, c'est comme la nuit de noces. Mais Matoub Lounès, vous dites en avoir reconnu un dans votre... C'était un ancien copain. Et il était venu plusieurs fois chez moi à la maison. Il a dormi chez moi. Ma mère l'aimait bien. Même sa mère venait me voir souvent à l'hôpital quand j'étais hospitalisé à l'hôpital, à la clinique des Orangers à Alger. Et vous êtes retrouvé nez à nez avec lui? 3 jours après ou 4 jours, je ne me rappelle pas maintenant. Il était venu me rejoindre le camp où j'étais séquestré. C'était un champion d'Afrique, 2 fois champion d'Afrique de judo au sein de la JSK, un club prestigieux de Kabylie. Et mais vous lui avez dit pourquoi est-ce que tu as basculé soudainement dans un réseau comme ça terroriste? Il m'a raconté un peu grosso modo comment ça s'est passé. À un moment donné, il était proche des islamistes, mais il n'était pas complètement dans cette mouvance. Il n'avait pas les pieds dedans. Il avait un pied. Oui. Quand il a reçu ce titre, en quelque sorte, ils ne lui ont pas donné ce qui devait lui être dû. Oui. Et une fois, la gendarmerie a fait irruption chez lui. Chez lui, sa femme à l'époque était enceinte. C'est très important quand même ce que je vais dire. Quand ils lui ont passé les menottes, il a dit « Laissez-moi, je vais voir ma femme ». Et quand les gendarmes sont rentrés précipitamment, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait parce que ces gens-là ne sont pas des saints aussi. J'ai affaire avec eux, je me suis battu avec eux pendant de longues années. Elle a eu une fausse couche et je pense que c'est ça qui l'a motivé davantage, qui a cassé le fil qui pouvait le retenir. Matoub Lounès, est-ce que vous pensez que ces jeunes comme ça, qui s'engagent dans les réseaux terroristes, sont des jeunes qui sont récupérables, qui aujourd'hui sont des jeunes donc qui auront tué? Est-ce que vous pensez qu'ils pourront revivre, avoir à nouveau une vie normale? Je pense que c'est difficile. Cette question que vous me posez, elle est vraiment complexe. Moi, je pense que ces jeunes ont perdu le goût de l'espoir. Et vous dites même qu'il y avait un jeune de banlieue de France. Il y en avait deux. Il y avait un Marocain et il y avait un Algérien, Kabyle, un binational. Il doit avoir 18, 19 ans. Il parle en français. Il parlait très bien français, donc il doit être de la région parisienne. Ouais. Lounès Matoum, est-ce qu'aujourd'hui, un espoir de paix n'est pas né avec la conférence de Rome qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a rassemblé les principaux partis d'opposition, le FIS, le FLN et le FFS? Ces 3 partis ont rassemblé 80% des votes aux dernières élections législatives de 91. Écoutez, la réalité, elle est tout autre. Entre ce qui se passe au pays, ce qui se passe à l'étranger, c'est tout à fait différent. Oui, mais pour la première fois, le FIS acceptait quand même de dialoguer. Donc, est-ce que c'est pas un tout petit pas vers la paix? Écoutez, ces gens-là sont déterminés. D'ailleurs, avant que le GIA ou l'AIS lance cette... Regardez, on voit d'ailleurs ces images. Donc, à Itarmet. C'est dramatique. Écoutez, j'ai envie de rire. Pourquoi vous avez envie de rire? Écoutez, j'ai envie de rire parce que j'ai envie de rire. Même si c'est dramatique, ça me donne envie de rire. Voilà les 2 compères. À Itarmet. Oui, ça me rappelle 85, disons déjà, à Londres. Ces 2 hommes, leaders historiques de la Révolution, il y a quelques 30 ans, construisaient l'État algérien. Aujourd'hui, il s'agit de le reconstruire en tenant compte des derniers nés de la classe politique, les islamistes. Pour la première fois, dans une ambiance plutôt détendue, toute l'opposition algérienne s'est réunie à Rome autour d'une idée force, celle du dialogue. Le pouvoir a refusé de participer à cette rencontre, mais par voie de presse, il a dit tout le bien qu'il en pensait, traitant les participants
rassemblement de charognards et la communauté proche du Vatican qui l'organisait de catholiques naïfs. Lounès Matoub, vous refusez de voir ces images? Vous refusez de dialoguer avec le fils? Écoutez, c'est pas à moi de dialoguer. Tout d'abord, je ne suis pas un homme politique. J'aurais aimé être chez moi, en Kabylie, chanter, me produire comme je vais me produire bientôt au Zénith. Et ce jour-là, les gens qui viendront au Zénith, verront la véritable face de ce bonhomme. Je ne suis pas un homme politique. Oui. Certes, je suis appelé, je ne peux pas voir mon pays sombre comme ça. Mais ce n'est pas à moi d'élucider. Je ne suis pas le génie de la lampe d'Aladin. Oui. Ce qui s'est passé à Rome, en quelque sorte, c'est le triomphe du Fils. C'est la République islamique rejetée par l'Algérie qui ne revient pas à Rome. Et vous dites qu'il ne faut pas donc dialoguer avec le fils? Mais avec qui faut-il dialoguer? Et comment la paix peut s'amorcer en Algérie? Le GIA m'a séquestré pendant 16 nuits. Et je ne veux pas être aussi avec un pouvoir qui m'a envoyé 5 balles dans la peau. Mon espoir, je l'ai investi dans le combat de Djaout, de Boussebsi, de Saïd Maqbel, de Saïd Sadi, de Khalid Msaoudi et de beaucoup d'autres. Mais ils sont tous morts. Peut-être pas. On n'est pas tous morts. Le combat, ce sont peut-être même si on est mort, ces gens avec ces personnalités avec qui? J'ai pas compris. Elle veut qu'ils deviennent pro-fils. Désolé, fallait que j'arrête parce que c'était trop. Si quelqu'un veut Elle est en train de lui dire, grosso modo, ne deviens pas le monstre que tu combats. Tu vois, c'est. Oh. Non, mais. Non, Attends, pardon, Bébert, parce que je te promets que depuis tout à l'heure, je bouillonne. Vas-y. Allez-y, tous. Et surtout, je me souviens de cette émission, je suis venu vous dire, je l'avais vu à l'époque. Avec mon groupe, on avait fait une chanson en 94. On avait fait une chanson justement sur tout ce que le GIA avait fait. Je vais pas vous la chanter, vous inquiétez pas. On avait fait une chanson là-dessus. Non, j'allais dire le titre, non, je vais pas le dire. Bref, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est en train de lui dire que il y a comme une sorte de temps de la réconciliation ou de je ne sais quoi, et que il faut tendre la main, il faut discuter avec le fils, il faut être ouvert. Ces questions, elles sont après bon, on est en 94, mais ces questions, elles sont complètement déconnectées de la réalité. Après, c'est pas de sa faute. En 94, les gens n'ont aucune conscience de ce qu'est de ce qu'est l'islam, de ce que sont les embrouilles de pouvoir qui avait en Algérie à l'époque, qui a donné début 2001 le printemps kabyle un peu plus tard, et la chanson de Oulalou, pouvoir assassin, etc. Mais elle est carrément en train de... Écoute, tu as eu 16 jours de vacances, maintenant il faut te remettre au travail, du genre, cette déconnexion, elle nous poursuit et elle nous suit, quoi. Je trouve ça terrible. Moi, mon interprétation, c'est qu'elle est en train de lui dire, après, effectivement, tu as raison de parler de contexte, hein, voire traduction, non, je déconne, mais elle est en train de lui dire, bon, tous tes copains, ils sont morts, là, tous les mecs dont tu parles, ils sont morts, donc vous avez perdu, qu'est-ce que tu attends pour te soumettre maintenant? Tu es tout seul, pauvre gars, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas faire quoi, hein? Tu vas faire quoi? C'est un peu ça. Lui, il doit bouillir, hein, il garde son calme, chapeau, hein, il est fort, hein, parce que moi, je garderai pas mon calme, là. Il dit, attends, mais... Enfin, il lui dit un peu avec les mots, hein, il dit, ils m'ont séquestré 16 jours, mais en gros, bon, bah, vous avez perdu, c'est bon, le fils, il a gagné, donc maintenant, qu'est-ce que tu casses les couilles? Soumets-toi. Moi, j'ai l'impression d'entendre un peu un discours comme celui-ci. Peut-être c'est pas ce qu'elle voulait dire, hein, on est en 94. C'est de la dimitude. Ouais, à l'époque, ils ne savaient pas encore ce que c'est vraiment que l'islamisme, ils ne comprenaient pas trop aussi, hein, mais aujourd'hui, ça sonne comme ça, hein, ce discours. Ça sonne vraiment, bon, bah, qu'est-ce que vous cassez les couilles un peu, les Kabyles, là, laissez le fils gérer, maintenant c'est bon, vous avez perdu. Ils vous ont tous tués. Les derniers, vous voulez mourir ou quoi? C'est terrible, hein, effectivement. Ben oui, tu sais, d'ailleurs, les intellectuels dont on parlait tout à l'heure, 99,9% étaient des Kabyles. Demande à Régulus, hein. T'as Djaoud, Saad Maqbel,
Yasmin Yafsah, enfin, c'était que des Kabyles quasiment. On finit la vidéo, attends. Vous pouvez avancer pour rétablir la démocratie en Algérie? Écoutez, soit c'est la reddition, on va s'arc-bouter, s'agenouiller devant les mollahs iraniens, ou c'est la résistance. Mais Lounès Matoub, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus peur qu'avant? Écoutez, j'ai peur, j'ai toujours peur. La preuve, je n'arrive pas à dormir. Je suis venu vous voir aujourd'hui, je vous jure, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je prends des somnifères parce que par où je suis passé, n'importe quel ne serait pas revenu. C'est pas facile de revenir après 16 jours de séquestration normale, équilibrée, parce que je n'ai même pas été suivi par un médecin. Normalement, quand quelqu'un traverse une période difficile comme celle-là, il est pris en charge. Et moi, je suis là sous les feux de la rampe à répondre aux journalistes. Donc, c'est terrible. Vous avez le sentiment d'être revenu d'outre-tombe puisque vous pensiez mourir? Oui, j'étais dans le couloir de la mort. Pour conclure cette interview, j'aimerais que vous nous lisiez ces quelques phrases de Tahar Djaoud, qui était à la fois un journaliste, un poète, et ça a été aussi le à être assassiné par le fils. C'était en mai 93. Donc j'aimerais que vous nous lisiez ces quelques phrases. De quoi je les ai apprises, ouais. Le silence, c'est la mort. Le silence, c'est la mort. Et toi, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, parle et meurs. Je préfère parler et vivre. Lounès Matoub, merci. Et puis, merci pour votre courage. En tous les cas, on peut vous retrouver le 28 janvier. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé?